Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on va passer en revue les recherches déjà effectuées pour retrouver le MH370 dans l'océan Indien. Alors, le but étant de vous expliquer la méthode et de comprendre comment se passent les recherches en mer d'une épave compte tenu du fait qu'Ocean Infinity est visiblement sur le point de reprendre les recherches sur zone actuellement, puisque le navire arrive sur site, on en parlera à la fin de la vidéo. Cette vidéo est largement basée sur le chapitre La recherche de l'épave de la deuxième version de mon ouvrage que j'avais déjà publié sur le MH370. Je vais donc vous parler principalement de deux sujets, la bathymétrie et l'exploration sous-marine, pour que vous ayez une compréhension générale de ce genre d'opération et vous montrer comment cela a été réalisé dans le cas du MH370. On va commencer d'abord par les recherches de la société Fugro. À partir du mercredi 30 avril 2014, les recherches sont entrées dans une nouvelle phase. La recherche des débris et les tentatives de localisation des boîtes noires n'ont pas permis de localiser l'épave. Et cette nouvelle étape s'annonce longue, très longue. La seule possibilité à présent de trouver le Boeing 777 malaisien consiste à sonder les fonds marins. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette partie du monde ne va pas faciliter la tâche des équipes de recherche. L'océan est un milieu par définition hostile pour l'homme, et pour compliquer encore plus la tâche, la zone supposée est très éloignée des côtes. Et si cela ne suffisait pas, les conditions de mer que l'on y rencontre sont particulièrement difficiles puisque c'est une zone de formation de cyclones tropicaux pouvant générer des creux de plus de 10 mètres. La première conséquence est qu'il faut du matériel adapté et donc des navires pouvant supporter de telles conditions de mer. Autre contrainte, la profondeur par endroit dépasse les 7000 mètres. Et là encore, il faut du matériel sonar très spécialisé pour mener de telles recherches. Et là, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont les moyens. Avant tout cela, il faut déjà cibler la zone à explorer. Et si vous avez déjà suivi mes vidéos, notamment sur les données Inmarsat, vous devez avoir conscience que ça n'est pas une mince affaire. On va d'abord parler du parallèle avec l'Air France 447. Dans l'histoire des accidents aériens, tous les avions commerciaux ayant disparu en mer ont fini par être retrouvés. Celui régulièrement évoqué pour comparer au MH370 est le vol Air France 447, le Rio-Paris. Pour mieux comprendre les recherches pour retrouver le MH370, il est intéressant de se pencher sur la façon dont celles qui ont mené à retrouver l'Air France 447 ont été effectuées. Le BEA français avait publié plusieurs rapports très instructifs que j'ai étudiés lors de mes travaux, et avec attention. Toutefois, la comparaison s'arrête aux moyens déployés, car dans le cas de l'Air France 447, la zone de recherche faisait au total 17 000 km², ce qui est à peu près la zone que s'apprête à chercher actuellement Ocean Infinity. Alors que dans le cas du MH370 à l'époque, elle faisait plusieurs centaines de milliers, pour ne pas dire plus d'1 million de kilomètres carrés. Je ne sais pas si vous voyez déjà la différence. Une telle superficie est impossible à couvrir dans un délai convenable. Mais surtout, elle représente un coût astronomique. Raison pour laquelle les enquêteurs du MH370 ont dû s'efforcer d'affiner les données satellites, car c'était les seules données dont ils disposaient à l'époque. Et il fallait pour cela faire des hypothèses, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos concernant ce sujet-là, car bon nombre de paramètres de l'équation sont inconnus. La première zone de recherche faisait 60 000 km² et elle fut plus tard portée à 120 000 km². Jamais dans l'histoire d'une disparition d'avion, une zone aussi vaste n'avait été envisagée pour des recherches. Pour donner une idée de ce que cela représente, c'est comme si l'on devait trouver un avion avec une vague idée d'une ligne sur laquelle l'avion est passé à un instant précis
c'est le 7e arc, et qu'on avait réduit la zone prioritaire à l'équivalent de 4 fois la superficie de la Belgique. Pourtant, devant l'immensité de cette tâche, les autorités australiennes se sont montrées positives et même confiantes. Trop confiantes d'ailleurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre de recherche va se dérouler en 2 étapes. Il faut donc comprendre le principe de recherche bathymétrique ainsi que les matériels utilisés. Le but est le suivant, retrouver ce qui reste de l'avion au fond de l'eau et pour cela effectuer des recherches sous-marines afin de pouvoir repérer les débris échoués sur le fond marin. Première étape, l'étude bathymétrique. Cette première étape consiste à cartographier grossièrement les fonds marins que l'on envisage d'explorer. La précision n'est pour l'instant pas une priorité. Pour obtenir une bonne définition des fonds marins, il faut utiliser de préférence des sonars à haute fréquence. Or, ces hautes fréquences vont avoir une portée très limitée de quelques centaines de mètres. On ne peut donc pas utiliser de tels dispositifs depuis la surface quand on a des profondeurs importantes, ce qui est le cas dans la recherche du MH370 où on a plus de 3000 mètres de fond. On n'arriverait même pas à atteindre le fond avec un tel sonar. On va donc utiliser dans un premier temps un sonar à basse ou moyenne fréquence afin d'avoir une image suffisamment fiable du fond marin sans avoir pour autant une grande précision puisque cette précision supérieure sera réalisée au cours de la 2e étape qu'on abordera un peu plus loin. Avant de débuter cette première étape, on a déjà une indication de ce à quoi ressemble un peu le fond marin grâce aux images satellites. Les images satellites sont des fusions, généralement des fusions d'images optiques mais également radar. Cela permet d'avoir une meilleure appréhension du fond marin, mais leur valeur, notamment en termes de profondeur, est très approximative. C'est ce qu'on peut voir un peu sur cette image-là. Mais déterminer les profondeurs, c'est très délicat. Ces données permettent déjà d'avoir une idée du terrain auquel on va être confronté, et notamment d'identifier les endroits où il y a des failles et des montagnes. Cependant, l'expérience a montré que la précision n'était pas suffisante et qu'il pouvait y avoir des différences ponctuelles et des écarts de profondeur parfois importants à certains endroits. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'effectuer une étude bathymétrique de la zone d'intérêt afin d'améliorer la résolution et ainsi la précision des données pour une zone géographique bien précise. Dans le cas de la zone de recherche du MH370, nous sommes à environ 2000 km des côtes australiennes. Dans un endroit très peu fréquenté par les navires et qui, compte tenu de la profondeur importante des fonds marins, ne nécessitait pas de la cartographier pour d'autres raisons que ce soit si ça n'est dorénavant pour rechercher le MH370. Cela explique que cette zone était considérée comme inconnue et devait, avant d'entreprendre des recherches plus poussées, être étudiée un peu plus finement. Une fois cette étude terminée, on pouvait passer à l'étape suivante qui consiste à utiliser un sonar à haute fréquence tracté en profondeur ou alors un Autonomous Unmanned Vehicle, qu'on appelle un AUV, une sorte de robot de plongée autonome que nous verrons un peu plus loin, pour ensuite scanner avec précision le terrain et tenter de repérer l'épave de l'avion. On doit déterminer à quelle profondeur ces engins pourront opérer sans risque de heurter le fond, ou même une montagne qui n'apparaissait pas éventuellement sur les images que l'on a vues, sur notamment les images satellites. Il faut déterminer précisément à quelle profondeur on va mettre ces systèmes-là, de façon à pouvoir les disposer à la bonne distance pour obtenir la meilleure résolution. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourtant, ce genre d'incident, à cause d'une montagne, ça s'est produit dans le cadre des recherches du MH370, puisque le sonar tracté utilisé par l'un des navires a heurté le flanc d'un volcan le 24 janvier 2015. Et ça stoppe alors directement les recherches et ça oblige la société à déployer des moyens pour récupérer le système qui a été échoué sur le fond marin. Voilà donc le but de cette première étape qui est la bathymétrie, permettre
que la deuxième étape d'exploration sous-marine se passe dans les meilleures conditions pour obtenir les images les plus précises et détaillées possibles et éviter ce genre d'incident comme on vient le voir avec un système qui finit échoué sur le volcan. Lorsque la deuxième phase ne sera pas possible pour cause de mer forte ou de météo trop mauvaise, c'est-à-dire quand ils ont envoyé ces AUV sur zone ou le sonar remorqué, eh bien il faut savoir qu'à l'époque les navires de recherche qui étaient sur zone en profitaient pour faire des relevés de profondeur de zone non connus, donc de la bathymétrie, afin de rentabiliser le travail sur zone. Vu qu'ils ne pouvaient pas faire la deuxième étape à cause de l'état de la mer, eh bien ils faisaient la première étape à un autre endroit. Voilà. Pour effectuer cette mission de bathymétrie, on va utiliser ce que l'on va appeler des sondeurs multifaisceaux. Les sondeurs multifaisceaux sont des dispositifs qui permettent de faire ressortir le relief sur le fond marin avec une plus ou moins grande précision et d'obtenir surtout des différences de réflectivité. En effet, suivant si l'onde va tomber sur un fond sablonneux, un fond rocheux ou un objet métallique, eh bien celle-ci ne sera pas réfléchie dans les mêmes proportions, un peu comme un radar. Cette différence peut apparaître sur l'image d'un sondeur multifaisceau. On peut donc espérer faire ressortir plus facilement, par exemple, un champ de débris d'avion sur un fond sablonneux. On ne pourra pas, par contre, avoir une image précise de l'objet que l'on détecte. Encore faut-il que l'objet en question soit suffisamment volumineux, car plus celui-ci est profond, et donc loin du sonar, et plus la précision diminue. Pour vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler un navire échoué au fond de l'océan détecté par un sondeur multifaisceau, vous avez ici une image récoltée par le sonar en question, et juste ici maintenant, à côté, vous avez l'image du navire qui a pu être ensuite identifié. Donc vous voyez que l'image que l'on a, elle n'est pas extrêmement précise. On voit qu'il y a des différences de hauteur, il y a une forme qui se dessine, mais pour identifier, il faut des moyens supplémentaires plus précis. À une profondeur comme celle où l'on cherche le MH370, les chances sont minces de détecter des débris avec un sonar multifaisceau, car la précision est trop faible pour cela vu que c'est trop profond. Mais on obtiendra au moins une image bien plus précise du relief. Et c'est surtout cette fonction de détection du relief qui sera utilisée pour avoir une première cartographie, un peu grossière certes à grande profondeur, mais qui permettra de préparer la deuxième phase suivante. Alors pour cela, le navire, il va faire des lignes droites espacées d'une certaine distance qui est fonction de la profondeur, puisque ce que vous voyez bien sur l'image, la largeur du faisceau augmente avec la profondeur. La hauteur des sommets des chaînes montagneuses apparaît ainsi assez finement, ainsi que le relief. Néanmoins, repérer un champ de débris sur ce genre d'image, ça n'est pas suffisant. Grâce à ce sondeur, on a une meilleure connaissance du relief sous-marin et on peut ensuite envisager l'utilisation de sonars remorqués ou de véhicules autonomes, les AUV, avec plus de sécurité et d'efficacité. Un sondeur multifaisceau peut toutefois être suffisant pour détecter un champ de débris ou une épave d'avion si celui-ci est à faible profondeur, ce qui n'est pas notre cas ici. Cependant, plus il y a de profondeur, plus la résolution va se dégrader, c'est bien là le problème. La précision que l'on a sur une faible largeur de faisceau, que l'on a à faible profondeur, va fortement se dégrader avec l'élargissement de ce faisceau quand on va être de plus en plus profond. Et donc un champ de débris ne sortirait pas suffisamment par rapport au relief dans un tel cas. Vous avez ici une image d'un avion de la Seconde Guerre mondiale détecté par un sondeur multifaisceau, mais à faible profondeur. Donc on pourrait se dire qu'on devrait s'attendre à trouver une telle image sur le MH370, mais pas du tout. Puisque, comme je le dis, cette image a été obtenue avec une telle résolution parce que l'épave était à faible profondeur, j'insiste bien là-dessus. La résolution peut être de quelques centimètres dans ce cas, mais plus on augmente la profondeur, plus cette résolution diminue et on peut atteindre plusieurs mètres. Et c'est la raison pour laquelle la deuxième étape est nécessaire et c'est l'étape de l'exploration sous-marine. On a donc le sondeur
multifaisceau qui a permis d'obtenir une meilleure connaissance de l'environnement et on peut à présent envisager d'envoyer un dispositif en profondeur pour obtenir des images plus détaillées. Alors il s'agit principalement de deux types d'équipements que l'on va utiliser. Soit on va remorquer un véhicule qui s'appelle un sonar tracté, sur lequel on va monter un sonar à balayage, enfin deux sonars, ce sont des sonars à balayage latéral, il y en a deux, vous verrez pourquoi. Soit on utilise des véhicules d'exploration. On va d'abord parler des sonars à balayage latéral. Comprenez comment fonctionne ce système. Le but d'un sonar à balayage latéral est de réaliser des images acoustiques détaillées du fond marin. Le principe est simple. Dans le cas du sondeur multifaisceau, on observe le fond pratiquement à la verticale. De ce fait, les détails du terrain, et particulièrement le relief, ne peut pas suffisamment bien ressortir. Pour comprendre cela, il suffit de regarder une image satellite d'une chaîne montagneuse vue de dessus. Vous voyez par exemple ici les Pyrénées. On peut voir les vallées, les lignes de crête, mais il est très difficile d'en définir le relief en 3 dimensions. Si vous survolez cette même région en avion, vous allez voir cette même chaîne montagneuse en étant à une altitude plus faible. Et vous pourrez ainsi visualiser bien plus correctement l'aspect des sommets et du relief comme on peut le voir sur cette image. Pourquoi ? Parce que vous l'observez avec un angle, ce qu'on appelle un angle rasant. Voilà. Le sonar à balayage latéral utilise un peu ce même type de perspective. C'est pour ça que je vous donne cet exemple, afin de pouvoir donner une image facile à appréhender pour l'œil humain. Et on appelle cela utiliser une incidence rasante. Du point de vue technique, on utilise une antenne qui est de forme triangulaire et comme on peut le voir ici, on a un balayage qui est en fait un balayage triangulaire de chaque côté de l'engin tracté. On obtient ensuite des images qui ressemblent un petit peu à ça. Ceci permet de couvrir les deux côtés de ce dispositif, de ce système. Cependant, le fait qu'il n'y ait pas d'antenne pointée vers le bas directement fait que la zone juste en dessous de l'engin remorqué n'est pas balayée. C'est pourquoi cela donne un couloir noir, comme vous pouvez le voir ici, sous la trajectoire directe du sonar. Et le navire va donc devoir faire un autre passage en décalé pour combler cette zone qui n'a pas pu être balayée. La précision du faisceau, elle est quand même très bonne puisqu'elle est de l'ordre de 1 degré. Alors vous imaginez bien que 1 degré, quand vous êtes proche du fond marin, vous allez avoir une super bonne précision. Par contre, 1 degré, si vous vous éloignez, vous allez avoir une surface au sol qui sera plus grande. Donc vous allez perdre en précision. L'engin remorqué est descendu à une profondeur assez proche du fond afin d'obtenir une bonne définition, ou du moins une définition suffisante par rapport à ce que l'on va chercher à détecter. Et essayer toujours d'avoir cette incidence rasante. Plus on s'approche du fond, meilleure sera la définition du relief. Il faut bien comprendre cette notion-là. C'est pour cette raison qu'il est important de savoir exactement à quoi peut ressembler le relief sous-marin sur la trajectoire de cet engin. Vous comprenez donc l'importance de la phase de bathymétrie avec le sondeur multifaisceau qui est fait en première étape. De plus, le fait que le dispositif soit à plus grande profondeur fait qu'il sera moins impacté par certains effets de l'océan, notamment la houle, qui peut faire tanguer fortement le navire. L'état de la mer sera davantage un facteur limitatif pour lancer ou récupérer l'engin. Sur cette image, on vous montre comment le signal d'un sonar à balayage latéral se répartit sur le fond marin. On remarque que ce dispositif offre un immense avantage. Du fait de la faible inclinaison vers le bas, les perturbations en provenance de la surface ou même du fond de l'océan ne représentent pas un problème. On obtient donc des données qui sont très détaillées. Un inconvénient toutefois de ce dispositif, ce sont les ombres, comme vous pouvez le voir sur la partie noire qui est à côté du volcan. Ces zones devront donc être couvertes plus tard lors d'un passage décalé, puisque ce sont des zones qui sont masquées lors du premier passage. Néanmoins, cet inconvénient est à la fois aussi un avantage,
car ces zones d'ombre vont ainsi porter l'ombre de l'objet sur le fond. On va obtenir une ombre justement sur l'image. Et l'on peut ainsi étudier la forme de cet objet. Par exemple, un navire peut être identifié plus facilement, comme on peut le voir sur cette image ici de sous-marin, puisqu'on voit bien le kiosque qui apparaît clairement en détection directe, et son ombre nous donne une idée supplémentaire et plus précise de sa silhouette. L'étude de cette forme permet d'en savoir davantage sur le type de sous-marin et donc ainsi de l'identifier. Ou encore cette image d'un navire où l'on peut clairement voir la timonerie à gauche grâce à l'ombre ainsi que des antennes. On voit aussi. On a également un mât qui est situé à l'avant. Cette fonction, on l'imagine bien dans le cas du MH370, a donc une réelle utilité pour tenter d'identifier l'avion sur le fond marin, car on obtient une image qui est relativement proche d'une photographie. Surtout si l'épave du MH370 est relativement intacte, comme on pourrait le penser. Mais ça, pour l'instant, on n'en est pas certain. Cependant, la zone de recherche du MH370 étant par endroits très profonde, il sera parfois difficile d'obtenir une aussi bonne résolution. Si l'avion s'est écrasé à grande vitesse comme certains le pensent, on devrait plutôt s'attendre à trouver une image d'un champ de débris assez similaire à ce que l'on avait obtenu pour le cas de l'Air France 447. Ça ressemble à peu près à ça. Dans tous les cas, ce type de sonar offre une probabilité de détection supérieure à 99%. D'autant que certaines pièces de l'avion, comme les trains d'atterrissage ou certaines pièces de moteur, réfléchissent énormément les ondes acoustiques. Donc, après, en plus de ces systèmes que l'on remorque, vous avez également ce qu'on va appeler des véhicules d'exploration. Et là, on va distinguer deux types de véhicules d'exploration. Les ROV pour Remotely Operated Vehicle et les AUV pour Autonomous Underwater Vehicle. Le ROV, ou ROV, on appelle plus communément, c'est un véhicule téléguidé qui nécessite un câble de liaison, forcément pour pouvoir le guider, et c'est en lien directement avec le navire, ce qui permet de le contrôler en temps réel, mais également de recevoir les données directement à bord en temps réel, ce qui permet de les traiter en temps réel, notamment les images. L'AUV est, comme son nom l'indique, un véhicule autonome. Il n'a pas de liaison physique avec le navire, il n'y a pas de câble. Il ne transmet donc pas les données en temps réel, ou il en transmet très peu. Les transmissions sans fil en milieu marin sont loin de permettre des débits comme on peut atteindre avec les ondes électromagnétiques. Comme on peut avoir avec un Wi-Fi, on a des très hauts débits, en milieu sous-marin, ça n'est pas possible. C'est vraiment un réel handicap dans ce domaine. Il est néanmoins possible de communiquer avec des débits relativement faibles, permettant ainsi de pouvoir reprogrammer l'AUV en cours de mission. Mais cette problématique du milieu marin qui ne permet pas du haut débit, c'est quelque chose qui est quand même très gênant et qui retarde également l'efficacité de ces systèmes. Il faut bien comprendre que le haut débit n'est pas possible dans cet environnement, compte tenu des technologies actuelles. L'AUV peut généralement opérer pendant plusieurs heures, plus de 24 heures. On le verra même plusieurs jours pour certains. Et il peut enregistrer tout ce qu'il capte. Ensuite, il remonte dès que sa mission programmée est terminée ou que ses batteries sont sur le point de s'épuiser. Il est programmé pour ça. En cas de dysfonctionnement, il est même paramétré pour remonter tout seul à la surface. Il suffit ensuite de récupérer l'AUV, de télécharger les données, de changer les batteries, et l'appareil est rapidement prêt pour une nouvelle mission. Le fait que l'AUV évolue de manière autonome à grande profondeur nécessite au préalable un gros travail de bathymétrie pour s'assurer de connaître suffisamment l'environnement dans lequel il va évoluer au cours de sa mission et programmer une route qui lui permet d'éviter des obstacles ou des montagnes. Néanmoins, certains AUV peuvent être équipés de capteurs leur permettant de surveiller leur environnement à proximité et de réagir en fonction. Dans les recherches du MH370, des AUV ont été utilisés et ce sont des systèmes qui sont utilisés par Ocean Infinity dans les recherches actuelles. Il n'y a pas qu'Ocean Infinity qui a utilisé des AUV comme on le verra. On verra un petit peu plus loin justement les différents modèles. Cependant, le ROV
n'a été utilisé que pour récupérer et remonter les sonars à balayage latéral qui avaient été perdus au fond de l'océan. Ces fameux sonars remorqués, dont un qu'on avait perdu. Mais aussi pour investiguer certains points de contact au cours de la deuxième moitié de l'année 2016. Parce que c'est plus facile d'envoyer un ROV, de regarder les images en temps réel et de voir si ça représente un intérêt ou pas, plutôt que d'envoyer un AUV pendant plusieurs jours et d'attendre qu'il remonte pour récupérer. Si l'on trouve l'épave, Ocean Infinity utilisera très certainement un ROV pour pouvoir explorer les débris en temps réel et retrouver les boîtes noires. À l'heure actuelle, on ne sait pas si le navire qui est en route vers la zone est équipé d'un ROV. De même également, pour récupérer et remonter à la surface des débris, par exemple les boîtes noires, seul un ROV permettra de contrôler la procédure en direct. Maintenant, détailler un petit peu les différents AUV qui ont été utilisés par le passé pour la recherche du MH370. On va commencer par le Bluefin 21. Le Bluefin est une famille d'AUV plutôt compacte, en forme de torpille, et facile à utiliser, permettant de l'équiper de différents types de capteurs pour l'adapter à la mission recherchée. Ça peut être des sonars latéraux, ça peut être des sonars verticaux. Voilà. Vous pouvez un peu personnaliser votre AUV. Le Bluefin 21 est le modèle de la famille qui permet d'explorer à des profondeurs importantes jusqu'à 4500 mètres. Ce modèle mesure 4,93 m de long avec un poids de 750 kg. Il est utilisé pour les relevés de fonds marins, les opérations de recherche, la récupération d'épaves, mais aussi la détection de mines. Son autonomie est de 25 heures et il peut évoluer à une vitesse de 4,5 nœuds, ce qui n'est pas une vitesse très élevée. Mais dans le milieu marin, tout est très lent, il faut bien le comprendre. Autant dire qu'il faut délimiter une zone précise dans laquelle opérer cet AUV. Il peut être équipé d'une caméra, mais le plus souvent c'est un sonar à balayage latéral. Cet AUV a été intensivement utilisé au début des recherches du MH370 pour explorer la zone, mais surtout des endroits où on avait des pings qui ressemblaient à une ULB qui avait été entendue. C'est surtout dans ce cadre-là que le Bluefin 21 a été utilisé. Autre AUV, les Hugin Eco Surveyor 7. Alors, la famille des AUV Hugin regroupe plusieurs modèles d'AUV. Celle-ci a été conçue au départ pour des applications militaires, notamment pour la Royal Norwegian Navy, et aussi également pour la recherche de mines. Des versions à application civile ont également été développées. Chaque robot est personnalisable en termes d'équipement, ce qui permet à l'utilisateur une certaine flexibilité pour l'adapter à la mission souhaitée. Le Eco Surveyor 7 a été perçu par Fugro en décembre 2014. Il représentait à l'époque ce qui se faisait de mieux en matière de recherche sous-marine et est aussi le modèle de la gamme qui avait la profondeur d'exploration la plus importante à l'époque, à savoir 4500 mètres. C'est justement cette capacité qui était intéressante pour les recherches du MH370, puisque certaines zones étaient particulièrement profondes et ne pouvaient être couvertes par d'autres types de capteurs. Il avance à une vitesse de 6 nœuds, ce qui est déjà un petit peu plus élevé que ce qu'on a vu avec le Bluefin 21, et dispose d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 50 heures. Il est capable de surveiller sa hauteur par rapport au fond marin, mais également d'éviter le relief en face de lui et autour de lui, ce qui le rend totalement autonome et dans le même temps, il peut continuer à communiquer avec le navire. Il dispose de plusieurs capteurs pour effectuer sa mission, un sondeur multifaisceau, toujours intéressant d'avoir un sondeur multifaisceau que l'on peut rapprocher du fond marin, un sonar à balayage latéral, un profileur de fond marin qui permet d'étudier les couches internes des fonds marins, ça c'est bien pour des recherches, notamment sur ce qu'il peut y avoir comme hydrocarbures par exemple, une caméra également avec un éclairage de type LED. Il permet ainsi de récolter des données en provenance de plusieurs capteurs et ainsi d'avoir des données très détaillées de la zone explorée. L'AUV dispose de 3 modes de fonctionnement: supervisé, autonome ou semi-autonome. En supervisé, sous la surveillance d'un opérateur qui peut le reprogrammer à tout moment, mais l'opérateur ne peut visualiser ce qu'il voit en temps réel ou ce que l'AUV scanne en temps réel. En autonome, l'AUV peut être programmé pour sa mission, puis il remonte lorsqu'il a terminé ou s'il rencontre un problème technique.
En semi-autonome, il opère avec une combinaison des deux modes précédents. Pour la navigation autonome, il utilise un système de navigation inertielle couplé à une carte bathymétrique de la zone stockée en mémoire. D'où la nécessité d'avoir procédé à cette première étape de bathymétrie avant l'utilisation de l'AUV. La précision de navigation via un modèle de terrain numérique est de l'ordre de 2 mètres à une profondeur de 1300 allant jusqu'à même 2100 mètres. Les opérations de mise à l'eau et de récupération de l'engin peuvent être assez délicates, particulièrement par mer agitée, ce qui peut empêcher ou retarder son déploiement, voire même sa récupération. Les données sont ensuite extraites pour être analysées, les batteries changées et l'AUV peut rapidement être disponible pour une nouvelle mission. Dans sa version Hugin 4500, cet AUV a une longueur de 6 mètres pour un diamètre de 1 mètre et un poids de 1900 kg. Et il a une autonomie de 60 heures. Dans le cadre de la recherche du MH370, son utilisation va davantage se limiter à explorer des zones profondes ou difficiles d'accès avec les sonars remorqués, mais aussi à investiguer des contacts pouvant représenter un intérêt, comme par exemple le navire qui avait été détecté le 19 novembre 2015, que vous voyez ici en image, et scanné en détail par le sonar à balayage latéral le 2 janvier 2016. C'est l'image qu'on a obtenue avec ce sonar à balayage latéral. Ou encore, on a aussi détecté les restes d'un vieux navire à 3900 mètres de profondeur qui a été investigué début mai 2015, grâce cette fois-là à une caméra. On va parler un peu brièvement maintenant des Hugin d'Ocean Infinity. Ocean Infinity est la société qui dispose, il faut savoir, à l'heure actuelle, de la plus grosse flotte de Hugin. En 2022, Ocean Infinity a passé commande de 6 AUV supplémentaires, ce qui porte ainsi sa flotte à 20 AUV, dont certains peuvent atteindre 6000 mètres de profondeur. En 2019, Ocean Infinity a introduit une nouvelle technologie de batterie sur ces AUV, qui aurait doublé leur autonomie, la portant à 4 jours, jusqu'à même permettant aux AUV de parcourir 700 km. Cela a également permis de diviser de moitié le temps de lancement et de récupération de ces AUV. On va parler maintenant d'un autre AUV, le Towfish. Alors là, c'est pas un AUV, là c'est un moyen remorqué puisque c'est un Towfish EdgeTech DT1 Dragon Price. Alors, pourquoi on sait que c'est un système remorqué? Parce que quand on parle de Towfish, en anglais, tow ça veut dire remorqué, fish, poisson. En gros, on remorque un poisson. Voilà, si on traduit littéralement le mot, c'est un poisson remorqué. C'est un système qu'on remorque. Le Dragon Prince est un Towfish, autrement dit un sonar remorqué. À la différence des AUV que nous venons de voir, l'appareil est relié par un câble au navire, ce qui lui permet de transmettre en temps réel les données. Vous voyez que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Il est mis à l'eau puis descendu à une profondeur d'environ une centaine de mètres du fond marin. On pourrait penser que ce dispositif permettant d'explorer en temps réel le fond marin, est plus intéressant que les AUV qui nécessitent eux d'attendre qu'ils soient remontés à la surface afin d'en extraire les données. Oui et non. L'exploration doit se faire sur de grandes lignes droites à très faible vitesse, de l'ordre de 3 nœuds. C'est-à-dire que le navire doit avancer à 3 nœuds et avoir une ligne droite qui est relativement précise et au niveau pilotage, c'est très contraignant. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus contraignant, c'est la manœuvre du demi-tour, puisque celle-ci prend 3 heures à elle seule. Parce que vous imaginez que vous remorquez un câble qui fait plusieurs kilomètres. Donc c'est une manœuvre assez délicate. Il faut savoir que pour une profondeur de 2000 mètres du sonar remorqué, la longueur de câble déployée est de plus de 6000 mètres. Le Dragon Prince peut aussi être personnalisé pour embarquer des sonars adaptés à la mission qu'on veut lui confier. Dans le cas des recherches du MH370, il s'agissait surtout de sonars à balayage latéral. Autre Towfish, le SLH Pro SAS 60, qui a été également utilisé. Il s'agit d'un sonar tracté assez similaire au Dragon Prince, mais un peu moins personnalisable.
Il est équipé également de sonars latéraux. C'est un towfish de ce type qui a d'ailleurs échoué sur le flanc d'un volcan le 24 janvier 2015 et qui a aussi été perdu vers fin mars 2016 à la suite d'une défaillance du câble de remorquage. Alors heureusement, dans les deux cas, il a pu être récupéré grâce à un ROV. L'image que vous avez ici est une image sonar prise par ce towfish sur laquelle une zone pouvant représenter un champ de débris avait été détectée. Il s'est avéré ensuite qu'il s'agissait de rochers sur un fond de nature différente. Donc vous voyez parfois qu'on détecte quelque chose, on pense qu'on a trouvé quelque chose, et quand on investigue un peu plus, en fait il s'agit simplement de rochers, parce que la réflectivité des rochers par rapport au fond qui borde ces rochers-là n'est pas la même, et donc on pense que c'est un champ de débris, et en fait ça n'en est pas. On va parler maintenant du ROV Remora 3. Ce véhicule télécommandé peut être utilisé jusqu'à une profondeur de 6000 mètres. Dès le début des recherches du MH370, ce ROV avait été stocké au port de Fremantle afin d'être rapidement disponible si l'épave avait été retrouvée. Il était équipé de caméras, notamment d'une caméra couleur. Il faut savoir qu'au cours de la récupération des débris de l'Air France 447, les enquêteurs n'avaient qu'une caméra en noir et blanc, et ce point avait été un handicap pour identifier des pièces sur le fond de l'océan. Le ROV peut également manipuler des débris grâce à des bras articulés afin d'en remonter certains, comme les enregistreurs de vol. Son utilisation, dans le cas du MH370, s'est limitée à la récupération des sonars remorqués qui avaient été perdus à 2 reprises, mais également à investiguer certains contacts à partir de mi-2016. Alors, si l'épave est retrouvée, il est fort probable que ce soit un ROV de ce type qui sera la pièce maîtresse pour cartographier avec des photos le champ de débris, mais également pour localiser et ensuite remonter les boîtes noires. Maintenant qu'on a vu les matériels, passons à la chasse du MH370, et là on va regarder un petit peu plus les navires. Donc d'autres équipements ont été utilisés. Nous avons vu ici les plus utilisés dans le cas des recherches du MH370 pour vous donner une idée de leur capacité et de leur potentiel. L'idéal aurait été de déployer plusieurs AUV simultanément. Cependant, ces matériels n'étaient pas disponibles en grande quantité à l'époque, d'où l'utilisation plus importante de sonars remorqués lors des premières phases d'exploration. Nous n'allons pas détailler ici la totalité des recherches qui ont été menées au cours de ces 2 années, les 2 premières années, mais seulement rapporter les faits marquants et expliquer comment et par qui les zones ont été couvertes. On a donc la société spécialisée Fugro qui a été chargée de mener la plus grande partie des recherches au début. Elle a fourni par moment jusqu'à 4 navires de sa flotte, le Fugro Equator, le Fugro Discovery, le Fugro Supporter et le Avila Harmony. Alors, ces navires sont particulièrement bien adaptés à la mission et disposent d'équipements de pointe. Ils ont aussi été ponctuellement renforcés à certains moments, notamment entre le 6 octobre 2014 et le 20 juin 2015, par la société Phoenix et son navire le Go Phoenix, mais aussi des navires chinois tels que le Zhukezhen ou le Donghaiju 101, et même une frégate malaisienne, la KD Mutiara, sans compter les navires de soutien. Vous avez donc ici un récapitulatif de l'engagement de chacun de ces navires dans le temps concernant la recherche de l'épave du MH370. Au plus fort des recherches, on comptait jusqu'à 4 navires travaillant simultanément sur la zone. Il y avait systématiquement au moins un navire, voire 2, dans la zone en train de travailler. Chaque mois, les navires retournaient faire escale au port de Fremantle pour ravitailler et ou effectuer des opérations de maintenance afin de repartir le plus souvent dès le lendemain. Il fallait compter en moyenne 5 à 6 jours pour rallier la zone de recherche, et de même pour rejoindre le port, ce qui laissait une vingtaine de jours de travail effectif sur zone au navire. Jamais dans toute l'histoire de l'aviation des recherches avaient été menées avec une telle constance et avec autant de moyens. Mais il faut aussi souligner que la zone de recherche était particulièrement difficile. À maintes reprises, les recherches ont dû être stoppées pour raisons météo. La zone, qui est propice aux cyclones en été, de janvier à avril, et des conditions de mer difficiles, ont parfois été rencontrées jusqu'à des creux de 14 mètres, et fin mai 2015, une vague même de plus de 18 mètres a même heurté l'un des navires. Heureusement, sans graves conséquences.
Pour donner une idée de ce qu'une vague de cette taille représente, il s'agit de la hauteur d'un immeuble de 6 étages. Les équipes de recherche ont donc parfois rencontré des conditions extrêmement éprouvantes et des missions ont dû être parfois écourtées pour amener des techniciens blessés ou malades. Les recherches ont aussi été victimes de pas mal de malchance du point de vue technique. Plusieurs pannes sont parfois venues contrarier les recherches, mais aussi des incidents comme on l'a vu, la perte des sonars remorqués qui s'est produite à 2 reprises. Et cela en moins de 2 mois. Tout d'abord, le 24 janvier 2015, le sonar remorqué du Fugro Discovery a heurté le flanc d'un volcan, ce qui a occasionné la rupture du câble de liaison. Il a ensuite été récupéré par le ROV Remora 3 du Avila Harmony le 3 février 2015. Et ensuite, ce fut au tour du navire chinois le Donghaiju 101 de perdre son radar remorqué le 21 mars 2015, à la suite d'une défaillance du câble de liaison. Et ce système a été récupéré le 16 avril 2015 à une profondeur de 3700 mètres. Alors certains contacts ont été investigués, comme on l'a vu, notamment avec des débris de navires. Lorsque les données du sonar à balayage latéral montraient une zone pouvant représenter un intérêt, l'AUV Hugin 4500 était envoyé pour donner une image plus détaillée avec son sonar à balayage latéral de plus grande résolution, ou aussi avec sa caméra, comme ce fut le cas avec les épaves des 2 navires dont on a déjà parlé. À partir de l'été 2016, les recherches ont été nettement ralenties, alors que 110 000 km² avaient été explorés. Alors, curieusement, en juillet 2016, le JACC, qui est l'organisme qui était chargé de coordonner les recherches, l'organisme australien, annonce que la fin des recherches ne serait plus à l'été 2016, mais ce serait pour décembre 2016. Donc il continuait quand même jusqu'à décembre 2016. Il faut savoir que les 10 000 km² qui restaient dans cette zone à explorer était une zone plutôt rapide à couvrir, mais ça a mis plusieurs mois pour la faire. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait des conditions hivernales qui ont été particulièrement défavorables. Il ne restait plus que le Fugro Equator et le Donghaiju 101, et à savoir que le Donghaiju 101 est d'ailleurs resté à quai pendant de longs mois à Perth, au point même d'éveiller des soupçons d'espionnage. Ça a fait d'ailleurs une polémique. Il est assez surprenant en effet que ce navire n'ait pas repris la mer pendant longtemps. Alors il semblerait qu'il était en cours d'équipement avec un ROV Remora 3, afin d'aller investiguer différents contacts détectés. Ce qui n'est pas impossible, c'est un navire chinois qui n'était peut-être pas totalement correctement équipé ou interfacé pour ce genre de système. C'est peut-être une explication, mais ça a créé quand même une polémique où on soupçonnait ce navire de faire de l'espionnage dans le port australien. Le Donghaiju 101 a terminé ses missions d'exploration. Il en a fait 33 au total avec le ROV le 3 décembre 2016. Il a ensuite rejoint le port de Fremantle pour décharger le ROV avant de reprendre la mer en direction de la Chine le 10 décembre 2016. Le Fugro Equator a lui été équipé d'un Hugin 4500 et a ainsi couvert les zones restantes que l'on considérait difficiles d'accès. Il a entamé sa dernière mission le 19 décembre 2016 et elle s'est achevée le 17 janvier 2017. Vous pouvez à nouveau voir le récapitulatif des navires engagés ici dans les 2 phases avec leur contribution sur la période de recherche. On va passer maintenant aux recherches d'Ocean Infinity. Donc, le 20 décembre 2016, l'ATSB, qui est l'équivalent du BEA australien, ainsi que le CSIRO, qui est l'organisme d'océanographie australien, publient chacun un rapport. Ces rapports arrivent plus d'1 mois et demi après une réunion tripartite qui s'est déroulée du 2 au 5 novembre 2016 avec les Malaisiens. Ils annoncent que les recherches ne vont pas s'interrompre et qu'une nouvelle zone de recherche a été déterminée. Il faut comprendre que cela repose sur des hypothèses et tout dépend donc de la confiance que l'on accorde aux hypothèses qui ont permis de définir cette zone. Sur ce point, tout est question de point de vue personnel, mais ça n'est pas le sujet de la vidéo ici. Il était à l'époque certain, à 95%, que l'épave n'était pas dans la zone de 120 000 km² déjà explorée. Des trajectoires ont été recalculées à partir des données Inmarsat, et ces trajectoires tendaient à remonter plus au nord du 7e arc. Ce qu'il faut bien être conscient dans les hypothèses définies ici, c'est que, en prenant les hypothèses sans aller dans le détail ici,
ils considèrent que c'était une action forcément volontaire, puisque ça impliquait des actions sur le pilotage de l'avion. Mais ça, toutefois, ils ne le disent pas explicitement dans leur rapport. Au final, une zone relativement modeste avait été définie de 25 000 km². Elle pouvait être couverte en moins d'1 an. Les derniers rapports de décembre 2016 n'indiquent pas quand l'exploration allait débuter. Elle dépend du temps nécessaire pour procéder à un appel d'offres. Malheureusement, un mois plus tard, le 17 janvier 2017, les autorités politiques malaisiennes annoncent publiquement la fin des recherches. On pense donc que la nouvelle zone ne sera jamais explorée. Novembre 2017, la Malaisie, après plusieurs mois de pression, a fini par accepter la proposition de la société américaine Ocean Infinity. Depuis plusieurs mois, la société avait proposé de reprendre les recherches à ses frais et de n'être payé que si l'épave était retrouvée. Les moyens que propose de mettre en œuvre cette société vont révolutionner le domaine de l'exploration sous-marine. Le navire, le Seabed Constructor, est un navire ultramoderne de 2014 qui va déployer une armée de véhicules autonomes. Le but est de couvrir la zone la plus vaste possible en un minimum de temps. Pour cela, il embarque des AUV de type Hugin 6000 qui peuvent plonger jusqu'à une profondeur de 6000 mètres et comme d'autres systèmes vus précédemment, peuvent être équipés de différents types de sonars en fonction du travail requis et ont une autonomie de 60 heures. La particularité de la technique d'Ocean Infinity, c'est qu'elle fait travailler chaque AUV qu'elle lance avec un navire sans pilote qui suit l'AUV à la verticale. Le but de cette méthode est de recaler avec précision l'AUV au moyen d'une position GPS. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le signal GPS sous l'eau ne passe pas. Et en fait, ce navire va faire en quelque sorte le lien avec les satellites pour pouvoir corriger la position de l'AUV en temps réel. La précision de navigation de l'AUV s'en trouve donc alors très nettement améliorée. Le Seabed Constructor peut donc envoyer jusqu'à 6 tandems AUV bateaux, chacun se voyant attribuer un secteur de recherche pendant 60 heures avant d'être récupéré. Le navire va alors explorer jusqu'à 1100 km² par jour. Jamais dans l'histoire d'un accident aérien des moyens aussi performants avaient été mis en œuvre. Le 22 janvier 2018, le Seabed Constructor arrive sur la zone de recherche et commence à couvrir la zone autour de celle qui avait été explorée par le Go Phoenix. Le but est d'obtenir une zone aussi large que celle effectuée au sud par Fugro. Les recherches se décalent ensuite vers le nord. Début février 2018, le navire a d'ailleurs coupé sa balise AIS, provoquant un début de polémique. Pendant 4 jours, impossible de suivre ses déplacements. Les rumeurs ont fusé sur Internet et la société était même accusée de manquer de transparence. Finalement, le navire a rebranché son AIS le 4 février, mais il était déjà en route vers Fremantle pour ravitailler. Donc on ne sait pas ce qu'il a fait pendant ces 4 jours. Il semblerait qu'il ait investigué des contacts pouvant représenter un intérêt qui se sont avérés être des perturbations géologiques. Mais on ne sait pas exactement ce qui a été fait pendant ces 4 jours, même encore aujourd'hui. Fin mai, les recherches sont officiellement terminées. Le délai normalement est terminé, ce qui a été accordé à Ocean Infinity, mais le navire va continuer à travailler dans la zone jusqu'au 8 juin 2018. En moins de 6 mois, le navire a exploré 120 km², soit autant que la totalité des précédentes explorations sous-marines qui avaient duré plus de 2 ans. C'est dire l'efficacité de la technique. Mais encore une fois, c'est encore un échec. On ne trouve rien. Alors maintenant, mars 2022, Ocean Infinity a proposé de reprendre une nouvelle fois les recherches. Les autorités malaisiennes se sont montrées silencieuses pendant 2 ans. Et pour autant, Ocean Infinity n'a pas abandonné. Pendant tout ce temps, le directeur d'Ocean Infinity a pris contact avec plusieurs équipes indépendantes ayant proposé une nouvelle zone de recherche, à savoir l'Independent Group, Richard Godfrey, Patrick Blely, Jean-Luc Marchand et d'autres. Les équipes d'Ocean Infinity ont évalué les différentes études pour proposer une zone aux Malaisiens dans l'espoir de les faire bouger. Mars 2024, cette zone fut
présentée officiellement par le ministre des Transports, M. Loki, à l'occasion des 10 ans de la disparition. La proposition est en cours de négociation depuis et les choses n'avancent pas. Depuis des mois, on attend une décision. Les nouveaux navires Armada sont scrupuleusement suivis par les passionnés du MH370 pour savoir si un des navires prend la direction de la zone de recherche ou pas. L'Armada 7806 quitte Singapour direction Port-Louis sur l'île Maurice avant d'être rejoint par l'Armada 7808 quelques jours plus tard. 08. Alors, selon certaines informations, un des navires aurait transféré des AUV Hugin sur l'autre. Mais aucune communication de la société Ocean Infinity ne vient confirmer quoi que ce soit. Février 2022, le dossier est toujours sur le bureau de l'avocat et rien n'est signé par les autorités malaisiennes. Il y a même des polémiques, je vous renvoie vers une précédente vidéo dans laquelle j'explique que les Malaisiens semblent vouloir un peu torpiller la reprise des recherches. Pourtant, à la grande surprise de tout le monde, le 8 février 2025, alors que rien n'est signé, l'Armada 7806 quitte l'île Maurice pour faire des tests visiblement au nord de l'île, certainement des paramétrages ou du calibrage, avant de prendre la direction de l'Est le 13 mars. Alors, les spéculations vont bon train car le navire se dirige vers la partie sud de la zone de recherche. Beaucoup pensent alors qu'il va commencer par explorer la zone sud et donc celle de Patrick Blely et de Jean-Luc Marchand. Mais malheureusement, le 22 février 2025, il modifie sa route pour viser plutôt la partie milieu de la zone, semblant visiblement se diriger vers la zone de l'Independent Group. Autant prévenir, les recherches ne seront pas aussi rapides que la précédente campagne d'Ocean Infinity. Pourquoi ? Les nouveaux navires Armada, qui sont des navires principalement autonomes, qui peuvent être dirigés à distance, il y a quand même des équipages à bord, et, ils n'ont pas la même capacité que le Seabed Constructor en termes de nombre d'AUV. Le 7806 aurait embarqué 3 AUV à Port-Louis. Très certainement des Hugin 6000 pour pouvoir plonger suffisamment profond. Le Seabed Constructor qu'avait balayé à l'époque pouvait en embarquer 8. Et il en utilisait régulièrement même 6 simultanément. Néanmoins, leur déploiement sur les navires de type Armada sera plus facile par mer forte puisqu'il ne sera plus nécessaire de le faire par-dessus bord, comme vous voyez, avec des bras articulés comme ça, mais via des ouvertures carrément sur le plancher du navire, ce qui est beaucoup plus simple pour les déployer. Voilà où on en est actuellement aujourd'hui. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, le 23 février, le navire est en train d'approcher de la zone, mais il n'a pas encore commencé de recherche. Donc on attend vraiment de savoir si le navire va commencer les recherches. Mais surtout, ce qui est particulièrement étonnant, c'est qu'on n'a toujours aucune communication de la part de Ocean Infinity, ni même des Malaisiens, concernant une éventuelle reprise des recherches. Rien n'est signé encore à ce jour. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'Ocean Infinity ait quand même déployé un navire sur zone, peut-être pour on va dire, forcer la main des Malaisiens pour pouvoir valider le contrat, mais à l'heure actuelle, il faut savoir que rien n'est signé et qu'il n'y a aucune communication officielle sur une quelconque reprise des recherches. C'est uniquement le fait de suivre les navires d'Ocean Infinity qui permettent de se dire « il va peut-être reprendre les recherches dans les tout prochains jours, peut-être même dès demain ». Mais pour l'instant, on est toujours dans le doute et dans l'attente de quelque chose de concret. Je vous tiendrai au courant du déplacement de ce navire dans les prochains jours ou prochaines semaines en fonction de comment évoluent les recherches et surtout si on a une communication. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lors des précédentes recherches d'Ocean Infinity, la Malaisie publiait un rapport hebdomadaire sur les avancées. Est-ce que ça sera le cas cette fois aussi ? Eh bien, on ne sait pas. On n'a toujours aucune communication. On ne sait même pas si la Malaisie va signer le contrat ou pas, ou si le déplacement du navire sur zone n'est pas une tentative de forcer la main, comme je viens de le dire, du gouvernement malaisien pour qu'il signe. Donc, pour l'instant, eh bien, on attend de voir. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura permis d'apprendre pas mal de choses. J'ai essayé d'être assez synthétique et le but c'était surtout de vous présenter un peu les techniques d'exploration sous-marine, quels sont les types de sonars, les matériels qui ont été utilisés, les navires également,
de façon à ce que vous puissiez avoir un recul sur ce qui avait été fait déjà par le passé et sur comment ces recherches devraient se passer avec les AUV. Vous savez maintenant un petit peu comment cela fonctionne. À bientôt!